Alors, je me présente, Frédéric Pelletier, donc je travaille à France Travail, anciennement Pôle Emploi, anciennement NPE, ça fait à peu près 20 ans maintenant. Pendant 10 ans, j'ai travaillé à l'accueil des demandeurs d'emploi et depuis 10 ans maintenant, j'exerce mes activités au sein d'une cellule qui est un petit peu moins connue dans nos services, qui est la cellule auprès des entreprises. Puisque Pôle emploi, c'est trouver un emploi aux gens, évidemment, mais pour trouver un emploi, c'est aussi faut recueillir des offres d'emploi. Donc ça fait partie de mon travail au sein d'une petite équipe à l'agence de Longwy de 6 collègues. On va sur le terrain, on contacte les entreprises, on voit un petit peu avec elles ce dont elles ont besoin. Et donc c'est un métier enrichissant, et puis surtout sur la période actuelle où les besoins sont très importants. Donc on a pas mal de choses à faire et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Donc je tiens aussi en préambule à dire une chose très importante, c'est que moi je ne suis pas là pour passer un message particulier et je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais je vais surtout essayer de vous faire remonter ce que les entreprises nous disent et nous répètent, ce qu'elles recherchent, ce qu'elles attendent des candidats, que ce soit des stagiaires, futurs stagiaires comme vous, ou futurs salariés, futurs recrutés. Je vais surtout essayer de vous faire passer leur message à eux, sachant que bien évidemment, et ce sera aussi un autre point très important, dans tout ce qui est recrutement, c'est fondamentalement des métiers très humains, donc tout ce que je vais pouvoir vous présenter, évidemment, c'est pas gravé dans le marbre, il n'y a pas de règle absolue. Un recrutement, que ce soit un recrutement de stagiaires ou un recrutement de salariés définitifs, c'est une rencontre entre deux personnes, entre un futur salarié, un futur stagiaire et un futur employeur. Donc voilà, il n'y a pas de règle gravée dans le marbre. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va surtout être encore une fois les remontées majeures que nous font les employeurs pour essayer de planter un petit peu le décor, pour essayer aussi de vous donner un peu plus de données si vous pouviez en avoir. Donc je dois faire tout ça en moins d'1 heure. Ce qui n'est pas possible, mais on va essayer quand même, puisqu'une journée n'y suffirait pas. Donc je vais aussi essayer de ne pas trop parler, d'aller direct à l'essentiel, et je vois déjà que ça démarre mal, parce que je parle beaucoup. C'est le syndrome Aruna, comme on dit ici à l'UIT. Peut-être que certains d'ailleurs m'ont déjà eu, parce que je donne des cours aussi ici depuis quelques années maintenant, avec grand plaisir, donc je connais bien l'IUT. Je donne des cours sur les techniques de recherche d'emploi et comment faire des CV, de l'aide de motivation. Allez, c'est parti. N'hésitez pas aussi, comme on n'est pas très nombreux, on avait réservé un temps de questions à la fin, mais peut-être pour que ce soit plus dynamique, on peut le faire en échange spontané. Moi, ça me convient parfaitement, il n'y a pas de problème. L'idée, ce qu'on va voir aujourd'hui, encore une fois, c'est le stage en entreprise. C'est quoi ? Comment on fait pour rechercher un stage, comment on fait aussi pour intégrer l'entreprise, comment on fait pour que ce stage soit une réussite. Vous êtes tous en première année, là ? Oui ? Non. Qui a un stage là tout de suite? D'accord. Et vos stages chez vous, c'est quand les prochains? On est au printemps? Moi, c'est en mars. D'accord. Ok. Donc voilà un petit peu le programme du temps qu'on va passer ensemble aujourd'hui. J'ai essayé encore une fois d'être le plus synthétique possible, mais en guise d'introduction, vous êtes, tu l'as très bien présenté, vous êtes ici à l'IUT. Et ce n'est pas des études, je trouve, comme les autres, ce n'est pas des études classiques dans une université classique, dans des amphis de 500 étudiants comme vous pourriez avoir à Metz ou à Nancy. Vous êtes dans un IUT et il y a quelque chose qui est très particulier dans les IUT, et particulièrement dans cette IUT que maintenant je connais bien puisque j'y viens depuis quelques années. C'est vraiment que cette volonté très forte de faire un pont entre vous ici sur les amphis, vos études, et le monde de l'entreprise. L'IUT de Connay-Romain, il faut le savoir, est quand même extrêmement bien cotée et valorisée. Les employeurs me le disent très régulièrement, d'autant plus que moi, je travaille plus spécifiquement sur les employeurs du BTP, du transport, donc souvent dans des secteurs, dans des départements que l'IUT, sur lesquels l'IUT travaille. Je pense notamment à l'électricité ou autres, mais aussi beaucoup d'emplois dans l'administratif pour les GEA. Je crois qu'il y a des GEA parmi vous. Donc l'IUT, c'est vraiment un pont vers la vie active, c'est-à-dire que vous allez passer ici 2-3 ans, a priori, si tout se passe bien pour vous, et il faut vraiment commencer pour vous à considérer que ces années-là qui vont se passer vont être pour vous absolument décisives, puisque vous allez quitter la seule vie que vous avez connue jusqu'à présent, c'est-à-dire votre vie d'étudiant, pour aller vers la prochaine vie que vous allez connaître pendant quelques temps, c'est-à-dire une vie de salarié, une vie d'entrepreneur, donc c'est pas rien.
Et c'est un choc absolument monumental que vous allez vivre, je le dis et je pèse mes mots, moi je l'ai vécu, on l'a tous vécu, ceux qui vous ont précédé. Rentrer dans la vie active, c'est pas rien. Et là, vous avez vraiment une chance, vous avez vraiment une carte à jouer qui est énorme, c'est que vous êtes dans un IUT, et en plus à l'IUT de Connay-Romain, où il y a un suivi qui est quand même extrêmement bien fait avec les professeurs, il y a un partenariat, une implantation de l'IUT au milieu des employeurs du bassin de Longwy qui est très très bonne, donc ce lien va vraiment se faire d'une manière beaucoup plus apaisée que si vous étiez dans une université classique. Et je dirais enfin, pour terminer un petit peu en guise d'introduction, que ce changement, il faut aussi qu'il vienne de vous, il faut qu'il vienne de votre part. Et ça, c'est évidemment plus difficile, c'est que petit à petit, durant les 2 à 3 années qui vont venir, vous allez devoir changer d'attitude et vous projeter vers votre métier. Vous demandez tous les jours, pourquoi je suis ici ? Pourquoi je suis sur les bancs de cet amphi? Pourquoi j'apprends tous les jours? Est-ce que c'est pour avoir des bonnes notes? Est-ce que c'est pour avoir un diplôme à la fin? Ou est-ce que c'est pour apprendre des choses? Est-ce que c'est pour développer mes compétences personnelles, professionnelles, et pour derrière m'en servir pour un métier? Parce qu'encore une fois, et c'est ça que je vais aussi essayer de vous expliquer, pourquoi vous allez chercher un stage? Est-ce que c'est pour avoir une bonne note à la fin, pour avoir un diplôme, ou c'est pour peut-être aller un petit peu plus loin? Et c'est à ça que je voudrais aussi que vous preniez conscience aujourd'hui. Vaste sujet, et j'espère que je pourrai au moins vous donner des lignes un petit peu directrices. Un stage en entreprise, c'est quoi? Vous allez aller dans une entreprise, vous allez faire quoi? Tu l'as dit en introduction, vous allez mettre en application ce que vous avez appris ici. Mais pas seulement, évidemment. Il faut absolument que ce soit clair pour vous. Il faut sortir du stage photocopieuse, machine à café, tableau Excel pendant 2-3 mois, selon la durée des stages en fonction des diplômes ou des années ou de l'année dans laquelle vous êtes. Ce stage en entreprise, c'est quoi? Il va vous permettre de mettre en application ce que vous avez appris ici en théorie. Vous allez le mettre en pratique et vous allez aussi commencer à vous rendre compte que ce que vous avez appris ici, ça ne veut pas juste servir à avoir des bonnes notes ou à rédiger des rapports, c'est que ça va servir à quelque chose dans un ensemble beaucoup plus grand, dans une entreprise, pour faire des choses concrètes. Je pense qu'il y a beaucoup de GEA ici, on va peut-être vous apprendre à utiliser des tableaux Excel, à faire des tableaux croisés dynamiques. Ok, super. Là, quand vous serez en entreprise, vous comprendrez concrètement à quoi ça sert. Et en étant force de proposition, en travaillant sur des choses très concrètes que l'employeur vous demandera lors du stage. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir là maintenant. Rechercher un stage, comment on s'y prend? Première chose à vous poser, et je ne sais pas si c'est peut-être une démarche que vous faites spontanément, vous allez rechercher un stage, mais qu'est-ce que vous attendez de ce stage? Le stage sera aussi ce que vous en ferez. Il faut d'emblée, je pense, et c'est important, et ce n'est pas forcément une démarche très facile, vous mettre dans une position, vous allez vous dire que pour ceux parmi vous qui, a priori la majorité dans la salle, n'avaient pas encore de stage, soyez aussi dans votre recherche de stage force de proposition, c'est-à-dire que vous ne devez pas baisser la tête face à un employeur et accepter tout ce qu'il vous proposera. Encore une fois, et ça je pense que ce n'est pas forcément évident parce que souvent j'ai remarqué que les étudiants ont tendance à se dévaloriser et vous avez des choses à proposer, vous avez beaucoup de choses à apprendre, évidemment ce sera le but de votre stage, mais vous avez des choses à proposer. Et allez-y, proposez-le. Il faut être très clair, rechercher un stage, c'est comme rechercher un emploi. Il n'y a aucune différence, en tout cas de mon point de vue. Ça doit se faire avec le même sérieux et avec le même professionnalisme que si vous recherchiez un emploi. On verra aussi d'ailleurs un petit peu plus tard toutes les techniques de recherche d'emploi, les CV, les lettres de motivation. Donc en clair, qu'est-ce que vous attendez de ce stage? Il ne faut pas se mentir, la plupart des entreprises que vous allez contacter, ils ne vous attendent pas. Ils n'ont pas envie spécialement de recruter un stagiaire. Alors, il y en a, mais pas toutes. Donc elles n'ont rien demandé, ces entreprises, vous allez les contacter, je cherche un stage. Il est fort probable que la plupart des entreprises vont vous dire « ouais, mais ils n'ont pas réfléchi à la question, donc ils vont vous dire bah, « oui, mais j'ai besoin de rien ». Donc n'hésitez pas d'emblée à ce que ce soit clair pour vous. Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Pourquoi vous venez? Si vous dites juste « je viens pour faire un stage et pour faire un rapport », je pense que vous allez essentiellement faire des rapports en début, peut-être pas des mémoires, que ce sera plus pour les dernières années. Donc un rapport qui va devoir lister aussi ce que vous allez faire. Donc voilà, quelles sont vos attentes dans ce stage? Qu'est-ce que vous voulez proposer? N'hésitez pas à y réfléchir, ça va vous aider à évidemment cibler les entreprises, puisque ça c'est la clé. Comment vous allez faire? Ceux qui parmi vous
pas encore trouvé de stage, je pense que vous avez déjà commencé à chercher. Vous avez cherché comment? Ici, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Vous avez cherché quoi? Sur Internet, dans les... Ceux qui n'ont pas de stage, vous avez une recherche Sur LinkedIn. sur LinkedIn? Sur LinkedIn, c'est très bien. Je sais qu'ici, c'est quelque chose que vous utilisez. J'en reparlerai un peu plus tard des réseaux. Je sais que vous êtes présent sur ces choses-là, mais encore faudra-t-il bien l'utiliser, on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà, cibler les entreprises. Avant de cibler les entreprises et d'utiliser ces outils, vous devez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez comme stage, quel type d'entreprise vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller, je vais m'adresser peut-être au GE parce que j'ai le sentiment que c'est les plus nombreux, mais si vous visez dans l'administratif, quasiment toutes les entreprises, que ce soit des entreprises du BTP ou de l'industrie, elles ont un service administratif. Vous voulez un stage dans un service administratif d'une entreprise. Quelles entreprises vous intéressent? Est-ce que vous préférez aller dans une très grande entreprise? Est-ce que vous préférez aller dans une entreprise familiale? Où vous aurez beaucoup plus de choses différentes à faire? Ou être au sein d'un service d'une grande entreprise comme Auchan par exemple, qui est le plus gros employeur du coin, ou l'hôpital, où vous allez avoir un service administratif d'une dizaine, voire même plus, d'une dizaine de personnes. Est-ce que vous voulez travailler un peu plus en autonomie avec une ou deux autres personnes, ou dans un grand service avec 10 ou 15 personnes? Ça va déterminer les entreprises que vous allez rechercher. Est-ce que vous voulez être plus sur le terrain? Parce qu'il y a des fois, même dans les milieux administratifs, où vous pouvez être un peu plus sur le terrain. Pour les techniciens de maintenance, les futurs techniciens de maintenance, évidemment, vous serez plus sur le terrain. Décidez de tout ça. Vous avez une chance incroyable que beaucoup n'ont pas connue, à commencer par là. Moi, quand j'ai commencé à chercher mon premier emploi, il y avait un taux de chômage à 2 chiffres. Vous avez un privilège énorme, forcément vous ne vous en rendez pas compte, c'est que le marché du travail aujourd'hui se porte plutôt bien. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de gens en chômage, beaucoup trop évidemment, mais là aujourd'hui on est à un taux de chômage national de 7% et à Longwy à 6,7%. Donc moi quand j'ai commencé on était à 11% il y a 20 ans. Donc vous avez quand même cette chance-là. Vous avez aussi cette chance, comme je le disais en introduction, d'être des étudiants de l'IUT de Coney-Romain. Et ça, je vous le dis, c'est un gage de qualité. Les employeurs nous le disent. Hein, comme je vous l'avais dit, l'IUT de Coney-Romain, c'est connu. Donc les employeurs savent qu'ils vont quand même avoir des étudiants bien formés. Et moi, je le vois hein, dans les cours que je donne régulièrement. J'ai été toujours très impressionné par la qualité des CV que vous pouvez faire en tant qu'étudiant, la qualité... la présentation aussi que vous pouvez avoir, donc ça c'est vraiment très très bien. Vos profs ici sont bien formés à tout ce qui est l'usage des réseaux sociaux et des techniques de recherche d'emploi, donc je vois vraiment dans les CV que vous avez que ça se passe vraiment très très bien. Donc voilà, décidez encore une fois, ne subissez pas les événements, ayez une stratégie, c'est la meilleure façon d'utiliser votre énergie de la meilleure façon possible. C'est la première fois a priori que vous allez rechercher un stage, je pense que vous n'en avez pas sauf erreur de ma part. C'est frustrant au début quand on reçoit que des réponses négatives et après plus l'échéance approche, plus on a peur et on s'inquiète, c'est normal. Moi j'ai aussi galéré à trouver mon stage de Master 2, pardon. Je l'ai trouvé à la dernière minute, je sais ce que vous ressentez, je l'ai vécu, c'est stressant. Donc voilà, si cette énergie-là que vous vivez, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, toujours réfléchir avant d'agir, c'est important. Ça vous permettra de cibler les entreprises de la meilleure façon possible. Évidemment, je pense que vous le savez, mais je vous le redis, il y a le réseau des anciens élèves, c'est très important. LinkedIn, vous l'avez dit, les réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, l'essentiel des stages se trouve par des candidatures spontanées. Tout ça, on va le voir un petit peu plus tard. On verra aussi donc le bon usage des réseaux professionnels parce qu'encore une fois, c'est comme tous les outils, ça marche que si on s'en sert correctement. Cibler les entreprises, donc je vous l'avais dit, qu'est-ce que vous attendez de ce stage? Encore une fois, est-ce que vous attendez juste de faire un bon rapport, d'avoir une bonne note? Il faut que vous sortiez vraiment de ce cadre-là. Vous allez apprendre des choses, encore une fois, dans ce stage. Comme ça a été dit en introduction, vous avez appris ici des choses purement théoriques, là vous allez apprendre des choses pratique et vraiment sur le terrain, à la fois dans les rencontres que vous allez pouvoir faire avec votre futur employeur et vos futurs collègues, et puis avec les clients éventuellement vous allez pouvoir contacter, les fournisseurs. Donc qu'est-ce que vous attendez de ce stage? C'est ça qui vous permettra de cibler les entreprises de la meilleure façon possible. Donc vous définissez vos critères, encore une fois vous ne lancez pas de tête baissée. Je sais que
Aujourd'hui, c'est très facile de cibler 500, 600 entreprises. Vous avez des tableaux, vous allez sur les annuaires des pages jaunes. Ce n'est pas une recherche intelligente, ça. Encore une fois que vous avez décidé de quel secteur vous intéresse, de quelle est la taille de l'entreprise qui vous intéresse, de ce que vous allez apporter à l'entreprise, vous allez avoir une liste d'entreprises qui sera beaucoup plus faible, mais beaucoup plus intéressante, et vous pourrez les contacter. Et après, j'ai quand même mis, parce que ça me paraît important, parce que là, je vous mets un peu la pression, vous ne jouez pas à votre vie non plus, hein, donc détendez-vous. C'est pas non plus... une mauvaise expérience de stage, ça peut arriver, restera toujours quand même quelque chose de positif, parce que ça vous permettra toujours de savoir ce que vous ne voulez pas dans le monde de l'entreprise. Voilà. Toute expérience, et ce premier stage qui sera pour vous décisif, va avoir un impact très fort sur la suite de votre scolarité, parce que vous allez découvrir comment travailler avec d'autres personnes, vous allez travailler avec des gens qui n'auront pas votre âge, qui n'auront pas forcément les mêmes centres d'intérêt que vous. Ce ne sera pas forcément toujours évident, et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas apprendre sur les bancs de l'école. On en parlait, le bon usage des réseaux, ça c'est absolument fondamental. Donc quand je dis réseau, évidemment, il y a à la fois les réseaux sociaux professionnels, c'est-à-dire ce que vous pouvez trouver sur Internet, mais le premier réseau, évidemment, c'est le réseau relationnel, et ça, je pense, et j'espère en tout cas que vous l'avez tous utilisé. N'importe quel employeur au monde, sans aucune exception, quand il recherche quelqu'un, que ce soit un salarié ou éventuellement un stagiaire, la première chose qu'il va le faire, et ça c'est dans 100% des cas, je l'affirme haut et fort, il va demander à ses salariés, à toutes les personnes qu'il connaît, tiens, moi j'ai éventuellement besoin de quelqu'un, j'ai besoin peut-être d'un stagiaire ou j'ai besoin de quelqu'un qui aurait une tâche à accomplir, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait convenir ? Ça, c'est sûr et certain. Donc la première chose que vous devez faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est signaler aux gens de votre entourage, et même l'entourage très vaste, hein, c'est de faire tourner votre CV, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos voisins, les pères de vos cousins, de vos voisins, et ainsi de suite. C'est ça le réseau relationnel. Ça a toujours marché comme ça, et ça marchera toujours comme ça, parce que c'est la nature humaine qui est ainsi faite. Le réseau relationnel est absolument essentiel. C'est un peu la théorie des 6 degrés de séparation. Je ne sais pas si vous faites des cours d'économie, mais de 2000 grammes, mais voilà, c'était une théorie qui dit que chaque être humain sur la planète est séparé de n'importe quel autre être humain sur la planète par 6 connaissances au maximum. Alors évidemment, c'est une théorie purement, entre guillemets, théorique. Ça a été dans les années 30, je crois, en 34, de mémoire. Mais voilà, c'est chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, jusqu'à 6 personnes, et qui fait que tout le monde se connaît. Figurez-vous que Milgram avait imaginé ça dans les années 30. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément tort, puisqu'avec les calculs, notamment sur LinkedIn, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément très très loin. Donc bref, le réseau relationnel, donnez votre CV à un maximum de gens, à commencer par éventuellement des gens de France Travail que vous venez croiser en conférence. Moi, j'ai pas de problème à faire ça. Régulièrement, je peux aider des gens à trouver un stage, sachant qu'on a convenu aussi avec vos profs à l'UT que j'interviendrai quand même en dernier ressort, parce que c'est quand même très important dans le cadre de votre pédagogie que ce soit vous-même qui vous trouviez votre stage. C'est important, mais si vous avez besoin, moi je passe la journée juste dans le hall, je suis là, si vous avez besoin de questions, corrigez votre CV, votre lettre de motivation, et ainsi de suite. Avec le réseau relationnel, évidemment, il y a les réseaux sociaux, ça c'est fondamental. Les réseaux sociaux, encore une fois, ils n'ont rien inventé. Hein. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, vous en parliez, Viadeo, Facebook ou autre, c'est juste la manifestation. Allez-y, je vous en prie. Les réseaux sociaux professionnels, c'est juste la manifestation moderne de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. On n'a pas attendu Facebook pour avoir des amis, on n'a pas attendu LinkedIn pour avoir des collègues de travail. Asseyez-vous, je vous en prie, il n'y a pas de mal. Hein. Ça ne vous dérangez pas, bien au contraire. Donc les réseaux sociaux professionnels, encore une fois, c'est juste la manifestation moderne de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. L'avantage d'un réseau comme LinkedIn, donc je sais qu'ici vous êtes préparés et que vous l'utilisez, c'est que c'est assez efficace, mais encore une fois, faut-il bien s'en servir. C'est-à-dire que je pense, qui n'a pas de réseau LinkedIn ici? A priori, vous l'avez tous. Mais une fois que vous avez créé votre réseau LinkedIn, vous avez contacté, vous avez combien de personnes en contact? Est-ce que vous avez développé votre réseau? Qui a plus de 10 contacts? Qui a plus de 10 contacts qui ne sont pas des camarades de classe? Ça, c'est bien. Encore une fois, c'est ça qui est important, c'est de développer, notamment au début, vos contacts, parce que sinon, ça ne sert à rien.
c'est-à-dire d'envoyer spontanément, de demander en contact, et ça c'est une technique importante pour notamment trouver un stage, une fois que vous avez défini les entreprises que vous recherchez, de rechercher sur LinkedIn, ça se fait très simplement et très efficacement, les responsables de toutes les entreprises du coin, de les demander en contact. Encore une fois, sur LinkedIn, on n'a pas d'amis, on a des contacts qui ont uniquement une visée professionnelle. Vous pourrez me demander aussi, il n'y a aucun problème. Moi, de par mon travail, j'accepte tout le monde. Mais l'avantage énorme, et ça je pense qu'on vous l'a sans doute expliqué, mais je préfère le redire, c'est que sur LinkedIn, dès que vous gagnez un contact, automatiquement, vous avez accès à tous les contacts de ce contact. Donc imaginez de manière exponentielle le nombre de personnes à qui vous pouvez envoyer des messages. Concrètement, si vous me demandez moi en contact, donc vous aurez au niveau N+1 un contact en plus, moi, mais au niveau N+2, vous allez avoir accès à tous mes contacts, c'est-à-dire à peu près 800 personnes aujourd'hui. Donc vous allez me dire quel intérêt. On peut évidemment se poser la question. L'intérêt, il est tout simple. C'est que demain, vous vous baladez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient vous saluer. A priori, il est fort probable que vous l'envoyez bouler. C'est bien normal, je ferais pareil. La même personne que vous ne connaissez toujours pas, elle vous contacte dans la rue, elle dit « Tiens, tu ne serais pas le fils ou la fille de, je connais très bien ton papa, je connais ton maman. » Vous ne connaissez pas la personne, mais vous allez l'accueillir différemment. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux. Moi, je m'en suis beaucoup servi. J'ai travaillé pendant 7 ans, j'étais détaché auprès de la Commission européenne dans un réseau qui s'appelle EURES, où donc j'ai beaucoup travaillé sur le Luxembourg et la Belgique. Au Luxembourg, c'est quelque chose qui est énormément utilisé. Et j'ai obtenu beaucoup de contacts et de clients de par LinkedIn, parce que tout simplement, des gens voyaient, ça c'est quelque chose qu'on voit très facilement sur LinkedIn, que je travaillais avec leurs concurrents ou alors avec leurs fournisseurs, donc ils m'ont contacté quand ils avaient des offres à déposer. Encore une fois, faites-vous connaître via les réseaux, ça c'est absolument essentiel. Utilisez uniquement LinkedIn, c'est déjà très bien. Viadeo est de moins en moins utilisé. Si vous voulez faire les deux, évidemment, qui peut le plus, peut le moins, mais je dirais, concentrez-vous déjà sur un réseau, ce sera déjà très bien. Mettez votre CV en ligne, évidemment, ça je sais qu'ici on vous le fait faire, c'est absolument fondamental. C'est un petit peu comme la recherche d'emploi. Votre CV, il faut qu'il soit en ligne, parce qu'encore une fois, beaucoup d'employeurs aujourd'hui préfèrent changer de démarche et aller sur Internet chercher des candidats. C'est une démarche qui va leur prendre beaucoup plus de temps, mais en même temps, ça va être beaucoup plus efficient, puisque ça va permettre de rechercher uniquement ce qu'eux, ils ont besoin. Parce que quand un employeur recherche un futur salarié ou un stagiaire, il est noyé sous les CV, à commencer par les CV de vos camarades de promo, pour chercher tous un stage, souvent dans les mêmes endroits. Donc c'est un petit peu compliqué. L'employeur, au bout d'un moment, il va avoir beaucoup de CV à gérer, il va être un petit peu embêté. Donc, il va souvent aller en ligne chercher les CV lui-même. Donc si vous n'êtes pas en ligne, aujourd'hui vous êtes invisible, vous n'existez pas et ça va être très compliqué. Mettez votre CV en ligne sur tous les sites internet qui vous paraissent utiles. Le site de France Travail, évidemment, pas parce que je suis de France Travail et que je représente France Travail, mais c'est tout simplement parce que c'est le plus utilisé. Il y a 1,5 million de connexions individuelles par semaine, donc c'est celui qui vous donnera le plus de visibilité. Mais évidemment, n'hésitez pas à le multiplier le plus possible. Quelque chose qui est très important, notamment pour vous les jeunes, vous êtes nés avec les réseaux sociaux, donc c'est vrai que vous ne vous posez plus vraiment cette question-là, mais là, ce qu'on appelle la e-réputation, c'est-à-dire l'image que vous renvoyez en ligne sur vos différents réseaux sociaux, ça c'est fondamental. Plus de 80%, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites à ce sujet, donc on a vraiment un bon retour sur ces notions-là. 80% des employeurs vont en ligne chercher des informations sur la personne qu'ils envisagent de recruter. Et à mon avis, c'est beaucoup plus. Et je sais que nous, on le fait aussi, parce qu'on peut toujours voir des choses intéressantes. Donc votre e-réputation, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà essayé de taper votre nom et votre prénom sur Google? Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire. C'est important. Et des fois, on peut voir des choses qui sont compliquées. Et le plus compliqué, évidemment, c'est quand vous apparaissez sans que vous les demandez. Je ne vais pas vous apprendre comment vous servent les réseaux sociaux, je pense que vous maîtrisez ça bien mieux que moi. Moi, je suis devenu un vieux, j'utilise Facebook, je crois que vous ne l'utilisez plus. Mais voilà, vous pouvez apparaître sur des photos de soirée ou autres, sans forcément l'avoir demandé. Et ça, c'est sûr que si l'employeur il cherche votre nom, tiens, je voudrais employer un petit stagiaire qui est DUT, il va taper votre nom, prénom.
Et s'ils vous voient en soirée ou autre, bah, vous avez le droit d'avoir une vie privée, bien évidemment, c'est normal, mais malheureusement, des fois, voilà, encore une fois, un peu de bon sens, tout simplement, et faites attention un petit peu à tout ça. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je ne sais pas, n'hésitez pas. Non, c'est bien. Donc rechercher un stage, évidemment rechercher un stage, j'insiste et je ne leur dirai jamais assez, c'est comme chercher un emploi, il faut que ce soit fait avec le même professionnalisme et la même, je dirais, rigueur que si c'est pour rechercher un emploi. Donc la sainte trinité, c'est le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, évidemment. Les trois vont ensemble. Le CV, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rarement eu de mauvaise surprise, au contraire, je suis toujours très agréablement surpris de la qualité des CV que les étudiants ont ici. Là-dessus, il n'y a en général pas trop de difficultés, mais ça va toujours être bien de revoir un petit peu les fondamentaux. Évidemment, le problème principal pour vous, c'est je mets quoi dans mon CV si j'ai encore jamais travaillé? Donc ça, je pense que c'est une question que vous vous posez tous. On n'attend pas de vous que vous ayez un CV de 50 pages, vous ne pourrez pas, bien évidemment. Mais par contre, l'élément clé, c'est les compétences professionnelles, évidemment. Vous n'avez pas travaillé encore, ou alors vous avez fait des jobs d'été peut-être, ou des jobs de babysitting ou autre, je ne sais pas. Mais forcément, vous avez des compétences. Et ça, c'est un élément absolument fondamental. Aujourd'hui, si vos compétences professionnelles n'apparaissent pas dans votre CV, il y a un très grave problème. Encore une fois, je vous inviterai tout à l'heure à venir me voir si vous avez besoin. Je serai dans le hall toute la journée. Mais si vous ne devez retenir qu'un seul mot sur le CV aujourd'hui, c'est ça, c'est les compétences professionnelles. Les compétences, c'est quoi? C'est ce que vous savez faire, évidemment, ce que vous savez faire, les savoir-faire, les savoir-être. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'UT, c'est quelque chose qu'on apprend toute la vie. Vous avez peut-être fait des choses à titre privé, il faut le mettre. Donc la notion de compétence, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment m'attarder aujourd'hui. Et distinguer deux choses fondamentales, ce qu'on appelle en anglais les soft skills, en bon français les compétences comportementales, ça c'est absolument fondamental. Les compétences comportementales, c'est essentiellement les savoir-être, c'est-à-dire en fait, c'est vous. Qu'on oppose traditionnellement aux hard skills, les compétences techniques. La différence, elle est assez simple. Je prendrais par exemple, pour changer les futurs techniciens de maintenance, donc les GE2I ou autres, les soft skills, les hard skills, pardon, ce sera donc les compétences techniques, ce sera, vous allez apprendre ici comment fonctionne telle ou telle machine, vous allez apprendre les différents circuits électroniques et ainsi de suite. Les soft skills, vos compétences comportementales, pardon, ce sera comment, en utilisant toutes ces connaissances techniques, vous allez réussir à mobiliser ces connaissances-là pour réparer la machine le plus rapidement et le plus efficacement possible. La différence, elle est là. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui entre vous tous, entre tous les camarades de promo, ce n'est pas les compétences techniques, puisque vous avez suivi les mêmes cours avec les mêmes profs sur les bancs du même unité. Ce qui fait la différence, c'est vos compétences comportementales. Vous êtes individuel, vous correspondez à personne d'autre que vous-même, et c'est ça que vous devez vendre auprès d'un futur employeur, que ce soit pour un stage ou pour un emploi. Vos compétences comportementales, comment vous vous comportez en entreprise, comment vous vous intégrez dans le collectif de l'entreprise, comment vous arrivez à gérer la pression que vous pouvez avoir, bref, qui vous êtes. Et c'est ça que l'employeur recherche de plus en plus. Ça, c'est un profond changement qui est en train d'arriver dans le monde du recrutement, et c'est encore une fois un changement qui est en train de se passer, et la crise du Covid n'a fait que l'accélérer. Pendant très longtemps, en France, on a fait figure un petit peu d'épouvantail, où on se concentrait encore beaucoup sur le diplôme. Alors, qu'on soit clair, il y en a encore beaucoup qui le font, des employeurs, malheureusement, mais de plus en plus, ces employeurs aujourd'hui vont se concentrer sur des compétences comportementales, et encore une fois, sur qui vous êtes. Pourquoi? Parce que le chômage baisse de plus en plus, et il y a de plus en plus d'employeurs qui ont des difficultés à recruter. Donc, encore une fois, apprendre, c'est une célèbre phrase de Steve Jobs qui disait toujours en matière de recrutement, apprendre, vous allez apprendre toute votre vie. Donc, ça, par contre, qui vous êtes, en général, à votre âge, c'est déjà acquis. Quel est votre tempérament? Quelle est votre envie d'apprendre, votre envie d'aller de l'avant? Ça, c'est qui vous êtes. En général, on ne peut plus vous changer à votre âge. Vous avez déjà... Par contre, apprendre, vous apprendrez toute votre vie, qu'on soit clair.
L'OCDE a d'ailleurs sorti un rapport il y a assez peu de temps qui dit que 80% des enfants qui rentrent en maternelle aujourd'hui vont exercer au cours de leur vie un métier qui n'a pas encore été inventé. Le monde change très vite, vous apprendrez tout le temps. Quand vous serez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous serez formé à des nouveaux logiciels, à des nouvelles machines. Donc ça, vos compétences techniques, elles changeront, vous pouvez apprendre. Par contre, qui vous êtes, c'est ça que vous devez mettre en avant, que vous allez notamment mettre en avant lors de l'entretien d'embauche et lors de votre lettre de motivation, évidemment. Alors que ce soit pour le CV ou pour la lettre de motivation, comme vous avez sans doute remarqué, je n'ai pas mis d'exemple, c'est toujours quelque chose que je me suis toujours refusé à faire, même avec des demandeurs d'emploi, ça me paraît important, parce que si je vous donne un exemple, que vous le vouliez ou non, vous allez tous coller à l'exemple, c'est par souci de facilité, ce que je peux comprendre, et résultat, tout le monde va se retrouver avec le même CV, ce qui ne va pas vous aider du tout. Donc encore une fois, si on résume en un mot le CV, vous devez faire figurer vos compétences, et sur la lettre de motivation, il y a 3 parties. Je dirais même la partie 0, c'est ne redites pas ce que vous avez mis dans le CV, ça ne sert à rien. Si vous mettez dans votre lettre de motivation, je suis un étudiant de l'IUT qui recherche un stage, vous perdez du temps pour rien, on le sait, puisque c'est dans votre CV. Par contre, la bonne accroche, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'employeur? Pourquoi vous recherchez un stage? Il ne faut pas juste lui dire je recherche un stage, évidemment. Je recherche un stage dans tel ou tel domaine, je peux vous apporter telle ou telle chose, et est-ce qu'on peut envisager une collaboration? Je pense que le mot-clé, encore une fois, je reviens à ce que je disais en introduction, c'est la collaboration. C'est ne vous placez pas, ne baissez pas la tête face à l'employeur, ne vous placez pas dans une dynamique où l'employeur va tout vous imposer. Encore une fois, on en reviendra juste après sur l'entretien d'embauche. Si l'employeur que vous avez en face de vous, vous ne le sentez pas, si vous n'oubliez pas que vous allez passer quoi, 2-3 mois avec lui. Si vous êtes dans une entreprise avec 3-4 personnes, vous allez dans le même bureau avec 3-4 personnes pendant 3 mois, je pense que c'est quand même important, surtout avec des gens avec qui vous allez bien vous entendre, c'est quand même bien. Donc ça, je dirais, c'est l'étape 0. La bonne accroche, évidemment, comme je vous disais, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à être force de proposition. Vous pouvez lui dire, moi j'aimerais bien que mon stage tourne sur tel ou tel domaine. Voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer pour mettre en valeur votre projet? C'est le deuxième point, encore une fois, c'est voyez au-delà du stage. Voyez au-delà de... Qu'est-ce que vous allez retirer de ce stage? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Et enfin, une conclusion, proposer tout simplement un rendez-vous. Une lettre de motivation, c'est très court. Hein. Si vous faites plus d'une page, l'employeur ne la lira pas, il ne faut pas se mentir. Surtout que maintenant, vous allez l'envoyer par mail. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de redire que, évidemment, les lettres de motivation, c'est plus par écrit? On n'est plus en 1902. Hein. Quand j'ai commencé, il y a encore des employeurs qui demandaient des lettres de motivation par écrit, mais bon, là, ça fait quand même bien longtemps que ça n'existe plus. Il faut quand même revenir un peu. Si vous avez un employeur qui vous demande une lettre de motivation par écrit, moi, je vous conseille de partir, parce que là, si vous êtes vraiment sur quelqu'un de très, 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 très âgé. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ça depuis... J'en voyais beaucoup au début, mais ça va faire 5-6 ans qu'on n'en voit plus du tout. CV, lettre de motivation, est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, bienvenue. Bon, au revoir. Le dernier point, et sans doute pour vous, à mon sens, le plus important, c'est l'entretien d'embauche. Encore une fois, n'oubliez jamais qu'un CV, qu'une lettre de motivation, ce n'est pas ça qui vous permettra d'avoir le stage. Un CV, une lettre de motivation, c'est comme, encore une fois, que ce soit pour un emploi ou pour un stage, ça vous servira à une seule chose, à avoir un entretien. C'est l'entretien qui va tout faire. L'entretien d'embauche, c'est là où vous allez voir en face à face votre peut-être futur employeur. Et c'est là que tout va se jouer parce qu'encore une fois, il est fondamental de retenir que c'est une rencontre entre deux personnes. Si vous vous imaginez que c'est toujours les meilleurs qui sont recrutés, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Non, il y a des gens totalement incompétents qui sont recrutés, tout simplement parce que le jour où ils ont fait leur entretien d'embauche, ils s'entendaient super bien avec la personne qui était en face. C'est encore une fois, et quelque part, j'ai envie de dire Dieu merci, le recrutement, c'est de l'humain, c'est une rencontre entre deux personnes, et ça marche ou ça marche pas, quoi. Évidemment, l'entretien, le plus important, il faut le préparer. Si vous arrivez les mains dans les poches, et que l'employeur vous pose une question, qu'est-ce que vous savez de notre entreprise, et que vous n'êtes pas capable de répondre, vous pouvez rentrer chez vous, l'entretien il est terminé. Hein. Encore une fois, ça peut paraître du bon sens, mais je suis là aussi pour
remettre un petit peu les choses au clair. On ne vous demandera évidemment pas de connaître l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 20 dernières années, ça n'a aucun intérêt. Mais sachez au moins ce que l'entreprise fait, la taille de l'entreprise, un petit peu peut-être son histoire. Ça, c'est des informations qui sont extrêmement simples à trouver hein. Sur Internet aujourd'hui. Il est rarissime de voir une entreprise qui ne soit pas sur Internet ou sur un réseau social, qui n'est pas une page Facebook ou même un site Internet. Ça pose aucun problème. Mais vous n'allez pas en entretien d'embauche sans savoir où vous mettez les pieds, sinon c'est foutu. Encore une fois, je vous dis, c'est une rencontre, un entretien d'embauche, mais ça marche dans les deux sens. C'est un peu comme un rencard. Hein. Moi, je le dis souvent, mais il faut que vous, s'il y a un jeu de séduction entre guillemets entre vous et l'employeur, il faut lui montrer que vous êtes intéressé par son entreprise, et il faut lui montrer que vous avez envie de l'intégrer. Il faut montrer votre motivation. Alors, je vous ai mis un déroulé type, j'insiste très fortement, c'est un déroulé type. Il faut aussi que vous reteniez quelque chose de très important, c'est qu'un entretien d'embauche, 95% des recruteurs ne savent pas faire d'entretien d'embauche. Et c'est pas du tout une critique, c'est que, notamment sur Longwy, une immense majorité des entreprises sont des petites entreprises, des artisans, c'est pas des professionnels du recrutement, ils ont autre chose à faire que de faire passer c'est des professionnels qui sont sur le terrain, des artisans souvent, faire passer un entretien d'embauche, ils savent pas faire. Ce que je vous présente là, c'est de la pure théorie. Donc, encore une fois, la base d'un entretien d'embauche, normalement, au début, c'est vous qui parlez. Peut-être parmi vous, certains ont eu déjà des entretiens pour un stage, je ne sais pas. Mais en général, dans la majorité des cas, vous démarrez votre entretien en vous présentant. Ça aussi, il faut que ce soit quelque chose que vous ayez un petit peu préparé. Je crois que vous le préparez ici normalement. Vous présentez rapidement, savoir parler de vous, savoir parler, savoir être synthétique. Et encore une fois, ne redites pas ce que vous avez dit dans le CV. C'est à ce moment-là aussi que l'employeur va voir ce que je vous disais tout à l'heure, vos compétences comportementales, ce qu'on ne voit pas sur un CV qui vous êtes, quel est le fait que vous ayez envie d'intégrer l'entreprise ou pas. Ensuite, une fois que vous avez fini de vous présenter, le recruteur va vous poser des questions diverses et variées. Hein, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, qu'est-ce que vous recherchez dans ce stage? C'est là aussi qu'il faut que vous ayez bien préparé les choses et que vous soyez capable de vous poser vraiment dans une future collaboration, comme je vous disais, et pas seulement d'attendre. Si vous êtes totalement passif et que vous ne posez pas de questions, ça ne va pas être, à mon avis, ça ne va pas jouer en votre faveur. Ensuite, le recruteur, il va vous présenter aussi un petit peu ce qu'il attend de vous, ça c'est important, dans votre stage. Si vous avez un recruteur intelligent, et la plupart des entrepreneurs sur le bassin de Longwy prennent grand soin des stagiaires, je trouve. Aujourd'hui, ils ont, pour l'immense majorité d'entre eux, pris conscience que accueillir des stagiaires, c'est pas juste, comme je vous le disais, avoir des gens qui vont leur faire le café tous les matins. La plupart des employeurs aujourd'hui valorisent les stages et s'investissent beaucoup dans le stage, parce que j'ai beaucoup de jeunes de l'IUT qui me disent qu'ils ont eu des contacts avec des employeurs mais qu'ils ne veulent plus prendre de stagiaires parce qu'ils en ont déjà. Donc il y a pratiquement tous les employeurs aujourd'hui qui se comportent comme ça, donc ça c'est bien. Après, le recruteur, il peut vous poser des questions plus personnelles aussi, ça c'est toujours pareil pour essayer de trouver une accroche, voir si vous entendez bien avec lui. Alors je dois aussi, par rapport aux questions plus personnelles, insister très fortement. L'employeur n'a absolument pas le droit de vous poser des questions relatives à vos préférences sexuelles, religieuses. C'est absolument et totalement illégal. Hein. Donc si vous rencontrez un employeur qui veut vous poser ce genre de questions, qui pose des questions qui vont au-delà du strict minimum, il faut absolument partir en courant. C'est illégal et c'est une chose extrêmement grave que vous ne devez absolument pas laisser passer. Donc les questions politiques, les questions d'orientation sexuelle, des questions à tendance éventuellement raciste, on en a encore régulièrement. Ça c'est quelque chose que non seulement vous ne devez pas accepter et n'hésitez pas à le signaler. Dieu merci, ça arrive extrêmement rarement. Moi en 20 ans de carrière, je l'ai vu. Je peux le compter, je crois que j'ai dû le voir 2 fois. Donc Dieu merci, ça arrive extrêmement rarement, mais je dois vous rappeler la loi. Un employeur peut vous poser des questions personnelles, mais ça doit toujours se situer dans le cadre de l'entretien, notamment là où il y a des choses intéressantes pour lui à creuser, c'est si vous avez des activités. C'est souvent la fameuse partie, la dernière partie du CV, où en général on ne sait jamais quoi mettre. Au contraire, c'est souvent là où on peut un peu faire la différence. Moi j'ai déjà vu des gens qui ont été embauchés, entre autres, parce qu'ils les passions communes qu'ils pouvaient avoir avec l'employeur ont un petit peu fait la différence. Évidemment, ce ne sera pas ça qui fera que vous serez recruté, mais encore une fois, sur la somme de petits détails,
fait que ben voilà, vous pouvez vous trouver des points communs, et encore une fois, dites-vous, hein, vous allez avoir en face de vous, dans votre entretien, une personne que vous allez voir pendant 3 mois, a priori. Donc voilà, il faut autant que vous vous entendiez bien avec la personne. La dernière partie, c'est que le recruteur va vous demander si vous avez des questions. Et là, évidemment, il faut que vous en ayez. Si vous n'en avez pas, ça prouve que vous n'êtes pas vraiment intéressé par l'entreprise. Il faut encore une fois lui montrer que vous avez envie d'y aller. Et évidemment, les questions, ne lui demandez pas à quelle heure ça se termine, ou la durée des pauses, ou ce genre de choses. Mais bon, vous êtes tous des jeunes très intelligents, je le sais maintenant, je vous croise depuis quelques temps, je ne m'inquiète pas. Après l'entretien, évidemment, l'entretien ne se termine pas quand on se serre la main. Après l'entretien, c'est toujours bien de faire un petit mail de remerciement en disant ça prend 2 secondes, merci de m'avoir accueilli, d'avoir pris du temps pour cet entretien avant même que vous ayez une réponse. C'est toujours, ça s'appelle la politesse. Dieu sait que les employeurs ne le font pas toujours avec vous, mais montrer que vous êtes des gens polis, et un petit mail, ça ne coûte rien. Intégrer l'entreprise, il faut que j'accélère comme prévu, je suis très bavard. Comment faire en sorte que votre stage soit un succès? Ben, encore une fois, votre stage sera un succès, d'autant plus que vous l'aurez préparé avant. Donc encore une fois, avant de démarrer, une fois que vous avez décroché le stage, faites le point sur vos attentes et vos objectifs. C'est ce que vous avez décidé vous-même. Qu'est-ce que je veux faire de ce stage? Pourquoi je veux aller en stage? Quelles entreprises je vais cibler? Ça, vous l'avez décidé vous-même. Vous avez décidé des entreprises que vous vouliez contacter, des grandes entreprises, des petites entreprises dans tel ou tel secteur. Vous revoyez tout ça avant de démarrer. Vous faites le point sur vos attentes et vos objectifs pour voir si ce que vous aviez fixé au départ a bien été respecté, parce que malheureusement, nos souhaits, il y a le principe de réalité qui vient aussi toujours à un moment. Une fois que vous avez fait le point là-dessus, vous préparez votre arrivée, évidemment, encore une fois, à l'image de l'entretien d'embauche. Vous savez, vous devez vous projeter déjà dans l'entreprise que vous allez intégrer. Vous savez déjà un petit peu si c'est une grande entreprise, une petite entreprise avec qui vous allez travailler, ce genre de choses. Donc dans le même ordre d'idées, bien sûr, s'adapter à la culture de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. La culture de l'entreprise, il n'y a pas 2 entreprises pareilles. Comme je vous le disais déjà dit, si vous rencontrez dans une entreprise de 1000 personnes, où tout le monde ne se connaît pas forcément, la culture de l'entreprise ne sera pas la même que si vous êtes chez un artisan et il y a 4 personnes dans toute l'entreprise. Il y a des entreprises où tout le monde se tutoie, ce qui n'est pas forcément naturel. Je sais par exemple que chez nous, tout le monde se tutoie, même quand on croise un directeur régional ou autre. Le tutoiement n'est absolument pas un gage de respect ou de non-respect. On peut respecter quelqu'un qu'on tutoie ou ne pas respecter quelqu'un qu'on vous voit. Donc voilà, c'est des petits détails qui sont importants. Il y a des entreprises dans certains, notamment pour les GEA, où on vous imposera pas, mais vous pourrez constater que on ne peut pas forcément s'habiller de manière un petit peu fun. Donc encore une fois, ne venez pas en costard-cravate, c'est pour les messieurs, ou en tailleur pour les dames. Si vous voyez dans l'entreprise, tout le monde est habillé de manière un peu plus conventionnelle. Moi, j'ai déjà vu par exemple des CV de maçons où leur photo d'identité était avec un costard-cravate. Ça part d'un bon sentiment, bien sûr, mais ça n'a pas de sens. Encore une fois, s'adapter à la culture de l'entreprise, c'est très important. Si éventuellement il y a des pots le soir ou le week-end, et c'est important que vous soyez quand même présent, que vous vous intégrez, c'est quand même, à mon sens, un vrai plus. Multiplier les contacts en entreprise, c'est ce que je parlais tout à l'heure par rapport au réseau relationnel. Si vous êtes dans une entreprise déjà d'une taille un peu importante, essayez de sortir de temps en temps du service où vous êtes, allez aussi demander, allez sur le terrain, soyez force de proposition, ne vous cantonnez pas d'être derrière votre bureau toute la journée, levez-vous, allez rencontrer d'autres personnes, apprenez aussi de toutes ces rencontres, de tous ces échanges, n'hésitez pas à boire une tasse de café avec un collègue à la pause, c'est important, ça fait partie des choses et du cadre informel où on peut apprendre beaucoup de choses sur l'entreprise et sur le monde du travail. Quelque chose de très important aussi, c'est rester modeste et humble, c'est que vous allez être avec des collègues qui n'auront pas forcément votre âge, c'est même très probable. Vous avez parfois peut-être même avec des collègues qui pourraient avoir l'âge de vos parents, voire même de vos grands-parents. C'est pas facile, c'est un vrai choc de culture. Ça va être des gens qui sont peut-être pas très loin de la retraite, qui ont forcément, je ne sais pas forcément les mêmes facilités que vous sur certains domaines, notamment au niveau de l'informatique ou autre. Faut pas arriver en étant le petit stagiaire, laisse, je vais te montrer comment on fait, tu sais pas, moi je sais, voilà. Encore une fois, ça me paraît important.
mais pensez-y. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Faites preuve d'initiative, évidemment, ne restez pas derrière votre bureau. Je vous le dis d'autant plus que c'est une erreur que j'ai pu faire dans un de mes stages les premières semaines aussi, donc c'est vraiment très facile de rester derrière son bureau et de faire ce qu'on attend de nous, et essayer d'aller un petit peu au-delà. Réfléchissez, encore une fois, je vous le dis tout le temps, pensez par vous-même. Vous êtes dans un IUT, et il faut que durant ces 2 à 3 prochaines années, vous appreniez aussi à aller au-delà de ce qu'on vous apprend, de ce qu'on vous enseigne. Commencez à penser par vous-même, et à chaque fois que vous faites quelque chose, dites-vous pourquoi je le fais. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses, j'en suis désolé, j'ai essayé de faire de mon mieux pour synthétiser, mais si vous devez modifier votre CV, votre lettre de motivation, surtout dites-vous pourquoi je le fais. Si vous le faites parce qu'il y a un gars qui vous l'a dit lors d'une conférence, c'est débile, ne le faites pas. Faites-le parce que vous estimez que c'est intéressant, c'est intelligent, que c'est la bonne façon de procéder, que ça va vous apporter quelque chose. Anticiper la rédaction du rapport, évidemment. Donc vous allez avoir, si j'ai bien compris, surtout un rapport, pas encore un mémoire. Donc le rapport, ça va surtout être qu'est-ce que vous avez fait. Essayez au fur et à mesure de votre stage de prendre des notes, surtout que ça va quand même être des stages assez longs. Encore une fois, ça peut paraître du bon sens, mais j'ai envie de le redire ici. La rédaction du rapport, prenez des notes tous les jours. Nous, on reçoit aussi régulièrement des jeunes comme vous, souvent même plus jeunes que vous. Quand on leur présente notre travail, honnêtement, il y en a 1 sur 2, il est là les mains dans les poches. C'est pas sérieux. Je sais qu'à l'IUT, vous êtes des étudiants très sérieux, je le vois maintenant depuis quelques années. Donc je pense que c'est quelque chose dans lequel, un travers dans lequel vous ne tomberez pas. Mais comme tout, ça fait du bien de le dire. Et à la fin, évidemment, quand votre stage se termine, faites le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Comparez par rapport à ce que vous attendiez de ce stage, de ce qui était prévu au départ. Évidemment, entre ce qui est prévu et ce qui se passe dans les faits, il y a souvent des changements, parce qu'encore une fois, il y a le principe de réalité. Mais faire un bilan avec votre maître de stage, c'est toujours intéressant. Et à la fin, garder le contact, si vous pouvez, c'est important. Vous allez côtoyer des personnes pendant 3 mois, des collègues, demandez-les en contact sur LinkedIn, demandez-les en contact via les réseaux, et ça c'est important pour faire en sorte que votre stage ne s'arrête pas au dernier jour et au moment où vous allez rendre votre rapport. Votre stage, évidemment, il faudra enfin le valoriser, c'est-à-dire le mettre sur votre CV. Qu'est-ce que vous avez appris, quelles compétences vous avez acquises, et faire en sorte que ça vous apporte, que ce soit un plus et que ce ne soit pas juste 3 mois passés à porter le café, faire des photocopies. Voilà, merci. Bonne journée à vous. J'étais dans les pensées.